Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une chaîne de blocs qui fait beaucoup parler d'elle. Mais qu'est-ce que la blockchain exactement? Définition dans nos gros mots de la tech, c'est à suivre. Elle a une idée derrière la tech, c'est Amélia Matar. Amélia avec toi aujourd'hui. On va essayer de comprendre quand la tech aide à prévoir les scénarios du changement climatique. Oui, l'un des usages majeurs de la tech dans la transition actuelle est celle des modèles climatiques. Je vous en dis plus après. Absolument. Et justement, cette chronique, on va la commenter avec nos invités du jour parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. C'est donc le Club Actu qui revient. Première actualité, la mission sur le développement des métavers qui vient juste de rendre son rapport au gouvernement, des experts et des expertes chargés d'éclairer la lanterne tech, justement, de ce gouvernement sur le sujet du moment, le métavers, débat en immersion. Ce sera dans un instant. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, pas d'accès aux sites pour adultes sans carte bleue. C'est la solution envisagée par la secrétaire d'État à l'enfance pour bloquer l'accès aux mineurs sur les plateformes pornographiques. Alors, est-ce que c'est une fausse bonne idée ou un serpent de mer entre technologie et prévention? Là aussi, on en parlera. On en parle aujourd'hui, évidemment, avec Alexis Clouet. Alexis, tu es CTO de Digital et Metaverse Collège. Bonjour à toi. Bonjour. Et en duplex depuis Marseille, Grégoire Kopp, fondateur de GRK, cabinet de conseil aux dirigeants en influence et en communication stratégique. Hello, Greg. Bonjour. Mais d'abord, focus. Stocker et transmettre des informations en mode décentralisé, c'est une technologie plus transparente et plus sécurisée. Évidemment, c'est la blockchain, ou en tout cas ses promesses. Une chaîne de blocs qui n'est pas uniquement réservée aux cryptos et qui porte en elle une véritable révolution. Point définition tout de suite avec Xavier Terrade. Le Bitcoin, Ethereum et d'autres crypto-monnaies reposent sur un principe, celui de la blockchain, un système inviolable, transparent et anonyme qui permet d'éviter de passer par le traditionnel banquier. Chaque maillon de la chaîne signe lui-même le registre numérique sans qu'une tierce personne n'intervienne. Une clé chiffrée vient ensuite le verrouiller. Cette page de transaction qui forme un bloc est classée dans un dossier qui est donc la blockchain. Un dossier désormais accessible à tous les membres de la blockchain qui ont validé l'ensemble des transactions. Concrètement, ce sont des ordinateurs et des serveurs qui sont ainsi liés, comme l'explique Cookie Connecté sur sa chaîne YouTube, où il a plus de 136 000 abonnés. En fait, la blockchain est à la transaction ce que Internet a été pour l'information. Chaque échange effectué entre ses utilisateurs est enregistré sous forme de blocs qui, bout à bout, forment donc une chaîne, d'où la notion de blockchain ou chaîne de blocs en français. Chaque bloc de la blockchain contient un ensemble de transactions, évidemment. Ensuite, un bloc est caractérisé par un hash. Le hash, c'est une suite de caractères uniques servant à identifier le bloc. En gros, c'est l'empreinte du bloc. Ce hachage permet de garantir une grande sécurité sans avoir besoin de quitter sa communauté. C'est aussi pour cela que le nom des personnes n'est pas dévoilé. La blockchain est aussi une véritable révolution pour la signature de contrats ou d'autres documents. Le Massachusetts Institute of Technology a notamment commencé à certifier le diplôme de ses étudiants avec la blockchain. Mais d'abord, on ouvre notre club de l'actualité avec cette première actu. En effet, la mission sur le développement des métavers qui vient de rendre son rapport au gouvernement. Que faut-il en penser? On ouvre le talk. Et à nos côtés aujourd'hui, avec nous pour justement pouvoir décrypter ces actus, Alexis Clouet, tu es toujours CTO de Digital et Metaverse Collège. Bonjour à toi. Et Grégoire Kopp, fondateur de GRK en duplex depuis Marseille. Bonjour à toi, Grégoire. Bonjour. Alors justement, ce rapport, il vient d'être remis justement au gouvernement, notamment à Jean-Noël Barrot, le secrétaire d'État à l'économie numérique, et à Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. Cette mission sur le développement des métavers, elle a planché pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, pour pouvoir justement formuler des propositions. On se souvient que le candidat Macron, d'ailleurs pendant la campagne présidentielle du printemps dernier, promettait un métavers européen. Qu'en pense le président maintenant? Est-ce que ce rapport peut l'aiguiller, Grégoire? C'est sûr que ce rapport va pouvoir l'aiguiller. Ce rapport a été rendu par un avocat
une chercheuse de l'INRIA, une chercheuse de Columbia. Donc, c'est quelque chose qui permet d'aller assez en profondeur sur à la fois les origines du terme et sur les perspectives d'avenir, avec toutes les questions que ça pose. Parce que ça pose évidemment beaucoup de questions, aussi bien technologiques que sociétales et que de régulation. Donc, ce rapport permet de condenser beaucoup de choses. C'est une des choses les plus riches qu'on ait vues sur le sujet, avec en plus des points de vue qui ne sont pas orientés business, parce qu'on voit beaucoup de métaverse aujourd'hui qui est lié à des aspects très business d'entreprises qui veulent nous vendre du métaverse, et un grand géant américain, Meta, Facebook en premier. Donc c'est bien d'avoir ce recul dans ce rapport qui va être très utile. Oui, c'est vrai que cette approche pluridisciplinaire, elle est essentielle, Alexis, c'est surtout ce qu'on a noté, justement dans la mission et dans les membres qui constituent cette mission. On peut citer notamment Camille François, qui est une scientifique absolument extraordinaire, enseignante à l'université de Columbia, dirigeante aussi d'une société leader dans la réalité augmentée. C'est une de nos très jeunes chercheuses extrêmement brillantes sur la scène internationale. Et l'idée justement d'aller mailler les disciplines, Grégoire le rappelait, à la fois des profils d'avocats, des profils de chercheurs et de chercheuses, c'est de se dire que ces métavers, ils sont par définition pluriels. Il n'y a pas une seule version du métavers qui est entendable aujourd'hui, mais est-ce que cette pluralité de métavers peut cohabiter ? Absolument. Nous, on a pris ce pari justement avant ce rapport avec Metaverse Collège d'expliquer que les métavers, c'est pas un nouveau monde, mais la multitude de nouveaux mondes. Et justement, si on veut avoir un monde persistant, c'est la définition même du métavers. Quand on quitte son casque à réalité virtuelle, le monde continue d'exister. Il faut donner une envie de pluridisciplinarité avec différentes thématiques. Donc, par exemple, moi, je donne un exemple assez concret peut-être pour que ça puisse donner une idée. C'est la monnaie que je vais pouvoir générer, le personnage que je vais pouvoir développer dans un monde sera transposable dans d'autres mondes et ça donnera envie à l'utilisateur de se connecter. Donc, ce rapport va dans notre sens. Bon, c'est toujours plaisant de le voir, évidemment. Mais effectivement, pour répondre à la question, oui, le métavers doit être pluriel. En tout cas. C'est vrai que le rapport, Grégoire, lui parle à la fois de régulation dès le départ, mais cet accent sur la législation qu'il va falloir adopter justement au moment où on va aborder l'entrée dans ces mondes immersifs, des questions de recherche fondamentales. Là aussi, la France et l'Europe sont bien placées sur le sujet. Des questions d'investissement aussi, évidemment. On ne peut pas aller construire des métavers sans investir massivement dans les technologies qui vont nous aider à les constituer. Pour toi, c'est vraiment un rapport qui, pour une fois, nous permet de marcher sur l'ensemble des jambes nécessaires pour aller vers cette révolution et la porter le plus haut possible ? Oui, exactement. Ça va se poser beaucoup de questions. La porter le plus haut possible, je ne sais pas. En fait, le métaverse, c'est quoi ? Les métaverses, c'est quoi ? C'est simplement la prolongation de ce qu'on vit déjà aujourd'hui à travers notamment les réseaux sociaux et avant des jeux vidéo qui étaient en physique. On s'est tous mis à passer du temps derrière des écrans et du coup avoir des interactions via des jeux vidéo ou maintenant des réseaux sociaux avec d'autres personnes dans des écrans. Et bien le métavers, ce sera juste que ce monde-là va pouvoir continuer de vivre quand on n'y jouera pas, donc on ne sera pas présent dedans, et il y en aura plein d'applications différentes. Donc ça va exister. Je trouve que le terme et la manière dont c'est porté aujourd'hui en termes marketing, notamment par Meta Facebook, est un peu pompeux. Quand ils nous vendent que ça a totalement révolutionné tout ce qui se passe, en fait, c'est pas forcément très éloigné d'une partie de la réalité virtuelle qui existait il y a 2-3 ans et qui est en train d'être créée. Donc, ce mot qui est un peu grandiloquent, et je pense que ça dessert de autant en parler, c'est simplement, et c'est ça que ce rapport fait, si on enlève en soi le mot métavers, c'est de penser la continuité de nos vies physiques dans des mondes virtuels qui seront persistants, donc qui vont continuer. Ce qui pose plein de questions parce que ces mondes virtuels vont effectivement fonctionner sur des couches technologiques. Donc là, on retrouve dans les problématiques de technologie et de cloud, mais qui va posséder les infrastructures de ces mondes dans lesquels il va se passer des choses ? Parce que du coup, si on peut enlever les infrastructures, le monde tombe, n'existe plus. Premier problème. Puis deux, ce qui se passe dans ce monde-là, comment est-ce que ça va être régulé, les interactions sociales ? On voit déjà que Meta a dû revenir en arrière sur leur première version, qui est un petit peu décevante parce que des femmes pouvaient se faire harceler par des hommes en mettant des bulles de sécurité. S'il y a des choses qui se passent dans ces mondes, il y a un droit à créer. Qui va gérer ces droits ? Les entreprises privées, l'État, voilà, donc il y a plein de choses à penser. Et évidemment, au final, l'acceptation sociale de l'envahissement de nos vies réelles par ces mondes virtuels. Tant que c'est des réseaux sociaux, on voit que les gens adorent. Sur un métaverse qui est encore plus présent, est-ce que les gens vont aussi adorer ? Comment est-ce qu'ils vont y aller ? Je pense qu'ils iront d'abord sur des aspects professionnels et après personnels, mais ça on verra.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression depuis un an d'avoir fait finalement beaucoup de pédagogie déjà à la terminologie même des métavers. Il faut rappeler qu'il y a quasi un an jour pour jour, Facebook se ripollinait, se réinventait en méta en faisant une OPA totalement inamicale sur le terme même de métavers pour essayer de détourner un petit peu la communication qui était portée à son encontre à ce moment-là. Tu le disais, Grégoire, on a beaucoup évolué depuis un an, d'abord parce que Horizon World, qui est l'univers immersif de Meta, l'ancien Facebook, a été déployé avec certaines critiques, notamment sur l'UX, l'expérience utilisateur au sein d'Horizon World, des tests pas forcément toujours très, très concluants. Concrètement, on en est où aujourd'hui, à la fois Grégoire et à la fois Alexis, sur cette OPA inamicale faite sur le thème de métavers? Est-ce qu'on se rend compte, encore une fois, en effet, qu'il y a plusieurs versions possibles des métavers et pas une seule audible avec la monétisation proposée par Facebook? Complètement. Là, on se rapproche vraiment dans le développement du monde du jeu vidéo. C'est ce qu'a dit Grégoire à ce niveau-là. Et de toute façon, dès l'annonce de Meta, on avait estimé, alors c'est Marc qui a estimé ça, de 3 à 5 ans de développement pour atteindre justement une réussite globale. Quand tu dis Marc, c'est Mark Zuckerberg? Oui, tout à fait. Tu l'appelles Marc tout simplement. Bon, c'est beau. Vraiment, je trouve, on a des invités très classe sur ce plateau. Et donc, effectivement, en fait, il y a Meta qui chute énormément en bourse parce que les actionnaires attendent un retour sur investissement rapide. Sauf que c'est comme, encore une fois, dans l'industrie du jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est développé sur 5 à 10 ans. Il y a du test, il y a des versions 1, des versions 2, jusqu'à aboutir à une version définitive et un lancement de projet. Donc, c'est pas inquiétant, même si les gens se demandent, voilà, c'était lancé il y a un an et on voit pas encore les évolutions. Ouais. Mais c'est normal puisque c'est des choses qui doivent être test and learn. On l'a vu effectivement avec Horizon, à l'avoir testé, l'UX, où on n'a que la moitié du haut du corps pour l'instant qui est développé, ou des retours sociaux qui sont pas terribles et il y a une désertion justement des utilisateurs. Donc, ils sont en train de tester. C'est pas inquiétant, c'est juste le monde, on va dire, vidéoludique qui se présente comme tel. Donc voilà. Ouais, tu revenais aussi dessus tout à l'heure, Greg, sur cette OPA, encore une fois, inamicale de Meta, sur le terme même de métavers. En réalité, c'est beaucoup plus large que ça, l'idée même de métavers. Dans le rapport, notamment, la mission sur le développement des métavers au pluriel, parle des avatars, mais parle aussi des jumeaux numériques, parle aussi des cryptoactifs, parle des casques de réalité virtuelle. L'ensemble, encore une fois, des technologies et des opportunités que constituent ces futurs univers immersifs. Il faut vraiment le voir avec cette vision à 360 degrés. Bien sûr. Sur Meta, je pense que c'est contre-productif ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils étaient embarrassés de ce que devenait Facebook, qui était en perte de vitesse. Ils ont essayé de préempter ça en pensant le monde de demain, sauf qu'ils le font avec leur grille de lecture de comment ils ont créé Facebook. Et ce ne sera pas pareil. Et donc, mon petit pari personnel, on verra, c'est qu'ils vont se faire dépasser. Et que ce n'est pas Meta qui va créer les plus grands métavers de demain. Au contraire, malgré l'avance qu'ils ont, malgré l'argent qu'ils ont, ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas la bonne philosophie. Et qu'effectivement, il y en a plein d'autres qui se développent. Et plutôt que de métaverse, qui est un terme qui est un peu imposé, en fait, c'est des réalités virtuelles dont on parle. C'est la façon dont la technologie permet aujourd'hui d'améliorer ces réalités virtuelles. Et je pense que dans les sphères professionnelles, c'est là que ce sera le plus pertinent et le plus efficace. D'ailleurs, on sent que les pubs de Meta sont aujourd'hui orientés là-dessus parce qu'on n'y échappe pas. Ils ont mis des pubs dans tous les journaux, ils placardent ça. Et bien oui, effectivement, typiquement en médecine, quand on voit que des médecins pourront s'entraîner à faire des opérations, en fait, c'est pas du coup une rupture, c'est pas une innovation de rupture, c'est une innovation incrémentale qui fait que la réalité virtuelle s'améliore. Et en fait, c'est pour ça que je pense que tout le marketing qu'ils font, il devrait plutôt être sur des usages et montrer pourquoi est-ce que l'amélioration via un métaverse, des métaverses, de ces schémas technologiques est pertinente pour les citoyens. Et là, les gens accepteront parce qu'ils verront une utilité concrète. Là, on nous vend une seconde vie rêvée avec les problématiques de pollution que ça entraîne et tout ça, avec un truc qui n'est même pas fini, un jeu vidéo à moitié, ça peut que être déceptif, donc contre-productif. Oui, et quand même, alors j'allais dire, pour faire un parallèle et un pied de nez à Meta, c'est un peu Instagram versus Real Life, quoi, sur les métavers et sur Horizon World, notamment en ce moment. C'est-à-dire qu'on a ces tests qui ont été assez décevants, et pourtant, tu le rappelais, dans la campagne de com qui est déroulée par Meta en ce moment, on a cette projection sur le futur de la médecine grâce au métavers, le futur de l'éducation aussi, Alexis, oui, grâce au métavers. On est encore loin de cette réalité qui pourrait être désirable dans un la réalité proposée par Meta, oui, on en est encore loin. Aujourd'hui, Metaverse Collège, on a démarré nos cours à la rentrée récente et on utilise des outils qui existent déjà pour, comme a dit Grégoire, des usages qui vont un peu comme le smartphone quand c'est arrivé. Ça a été une disruption du marché, ça a apporté un nouveau paradigme d'utilisation,
mais ça n'a pas remplacé notre vie. Et il faut voir le méta comme tel. Là, nos étudiants vont travailler justement sur des outils. On a été contacté par exemple par un cabinet médical qui veulent justement améliorer la radio par le biais du métavers. Donc effectivement, c'est des demandes qui sont pas de nouvelle génération, qui sont inexistantes, mais justement améliorer les conditions habituelles au travail et dans la vie de tous les jours. Donc le monde de demain, c'est pas pour tout de suite réellement. Donc, mais c'est du très concret, c'est ce qu'on entend justement avec toi. Le métavers, tu le rappelais tout à l'heure aussi, évidemment, Grégoire, c'est un enjeu de soft power, c'est un enjeu de souveraineté numérique. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu, ça, la souveraineté numérique prononcée pendant la campagne présidentielle et parlementaire du printemps dernier. Est-ce qu'on peut aller vers un métavers souverain, comme on avait parlé de cloud souverain au moment du passage à l'échelle justement des datas dans le cloud ? Ce qui est intéressant dans la formulation d'Emmanuel Macron, c'est que ça démontre qu'il a conscience de ce sujet. Que en fait, la technologie, ces tuyaux d'Internet, ou demain ces tuyaux du métaverse, sont stratégiques. Et on le voit aujourd'hui avec l'énergie, le gaz, mais c'est la même chose. Si on accepte que ces tuyaux soient possédés par des gens qui sont autres que nous, et ben en fait, on leur transmet une partie de nos vies, pour le coup nos vies virtuelles, dans leurs mains, et on est à leur merci. Et donc c'est fondamental de, dès le départ, réfléchir aux briques technologiques qui permettent la création de ce genre d'outils, pour qu'on puisse être maître de ces briques technologiques. Est-ce que ça veut dire tout posséder de A à Z en Europe? Je ne sais pas. Mais ça veut dire en tout cas être certain des approvisionnements, être certain des technologies, savoir où vont les données, comment elles sont traitées, parce qu'on sait très bien que c'est un peu des boîtes noires et que si on ferme les yeux et qu'on ne se rend pas compte que c'est stratégique, on peut être très mal barré. Donc je ne sais pas comment on va faire. Et là-dessus, le rapport est intéressant parce qu'il émet des pistes et des questionnements, mais c'est certain qu'il faut avoir ça en tête et le prendre en compte très fortement. Et est-ce que tu penses déjà que les régulations, issues notamment de la Commission européenne et du Parlement européen, on pense au DSA et au DMA, le Digital Services Act et le Digital Market Act, qu'on a déjà commenté ici dans le Club de l'Actu, et qui visent à rendre illégal ce qui passe dans la vie réelle, également illégal en ligne, ça peut être aussi des pièces de régulation qui peuvent être adaptées à l'ère du métavers et de ces univers immersifs? Oui, ce sont des premiers tests qui sont faits. Et là-dessus, à nouveau, soyons fiers d'être européens. C'est en Europe aujourd'hui qu'on pense la régulation d'Internet. Ou là où d'autres pays ou puissances pensent ça uniquement en termes de business ou en termes de contrôle de la population, nous, on pense ça en termes de liberté encadrée. Et pour pouvoir être libre, il faut que ces libertés soient bien définies, pour pas que des personnes puissent y attenter. Ou alors que quand elles y attentent, ce soit avec notre consentement. Et donc ces régulations qui sont mises en œuvre sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, sur les plateformes, avec les réglementations européennes en cours, vont pouvoir être adaptées et réfléchies, ou en tout cas on aura déjà travaillé notre schéma de pensée pour pouvoir définir le même genre de régulation pour le métaverse. Et c'est fondamental. Et on voit que ce soft power-là, régulationniste, est en train d'être repris ailleurs parce qu'il y en a vraiment besoin et c'est en Europe qu'on est en train de le penser en premier aujourd'hui. Ouais, et puis on rappelle aussi qu'évidemment dans ces univers immersifs, il y a une couche qui est très importante de plateformisation sociale ou en fait de socialisation plutôt de ces univers, c'est-à-dire qu'on va là aussi pouvoir rajouter de l'interaction sociale, donc c'est forcément aussi quelque chose qui peut être amené à être illégal à un moment et donc le DSA et le DMA peuvent être étendus à ces univers-là. Ce qui est important aussi dans ce que tu disais, Greg, et je retourne la question à Alexis, c'est le fait de se dire dès le départ que ces univers immersifs, on les veut plus éco-responsable, plus éthique, plus inclusif que le Web 2, l'univers et surtout la version de Web précédente. Ça, ce sont des choses auxquelles les talents que tu prépares notamment au sein de Métavers Collège commencent justement à apprendre dès le départ pour construire ce métavers, ces métavers au pluriel, plus éco-responsables, plus éthiques, plus inclusifs. Il faut avoir les talents pour les construire. Absolument. Et à la fois, il y a deux voies. Il y a la voie vraiment IT, tech, où on va former des développeurs XR avec des outils justement éco-responsables et éviter une pollution qui est énorme. On ne se rend pas compte, mais la pollution numérique est vraiment en train de doubler tous les 5 ans. Donc ça, c'est important. XR, c'est pour les réalités immersives. Yes, c'est ça. Extended Reality, donc réalité augmentée, réalité virtuelle et mixée entre les deux. Donc c'est des développeurs XR. On va prendre des chefs de projet en data, en intelligence artificielle, des choses très polluantes par rapport à ça, mais également des métiers sectorisés. Donc, comment expliquer, en fait, le métavers va apporter une extension de connaissances. Donc, par exemple, un gestionnaire de patrimoine va devenir un gestionnaire de méta-patrimoine, va rester sur son métier. On ne va pas réinventer le métier, mais on va lui donner une greffe sur la crypto-monnaie
et sur l'acquisition de terrain dans le métavers. Donc on va soit former des ingénieurs et des techniciens dans ces métiers-là, soit prendre des métiers existants et les numériser, si on peut dire ça, ou les métaversifier, comme j'avais déjà évoqué précédemment, en tout cas, oui, effectivement. Les métadiversifier, ça c'est important aussi, Grégoire, parce que c'est une des conditions de réussite de ces univers immersifs. C'est d'ailleurs ce que pose ce rapport, encore une fois, rendu au gouvernement en tout début de semaine, c'est le fait de se dire que si on ne prend pas en compte dès le départ la dimension éthique, la dimension inclusive et éco-responsable des métavers, on n'y arrivera pas. Exactement. Parce que ça va cramer la planète. Excusez-moi du terme, mais c'est juste ça. Et puis, je pense qu'heureusement, les jeunes générations ne l'accepteront pas. Ils risquent d'être beaucoup plus radicales que nous. Là, sur ce plateau et en visio, on est déjà un petit peu plus vieux, mais les jeunes générations sont nées avec ces préoccupations climatiques et se rendent compte et vont vivre au cours de ce 21e siècle l'augmentation de la température. Donc, elles vont être beaucoup plus radicales là-dessus. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que dans les écoles qui forment à ces métiers de demain, qui existeront, et parce que ça va apporter un vrai avantage pour les citoyens d'avoir accès à ces technologies augmentées, eh bien, on pense ça dès le départ. Et si c'est pas fait, ça sera rejeté. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les premières versions de ces métaverses, notamment celui de Facebook, qui ne marchent pas très bien, sont très peu utilisées. C'est totalement disproportionné l'argent qui est dépensé en termes de communication par rapport au temps passé par des active users dedans. Donc, il va falloir repenser tout ça. Et s'ils ne l'ont pas encore compris, ça va les rattraper très vite. Oui, tu as raison de le souligner, sans utilisatrices ou utilisateurs, le Web 3, qui inclut notamment les univers immersifs et les métavers, ne fonctionnera pas, tout simplement, Alexis. C'est totalement la base effectivement de l'offre de la demande à ce niveau-là, et effectivement on voit la désertion, je le répète encore, des outils d'horizon, et là on voit une utilisation réelle des casques à réalité augmentée. Ça va vraiment être sur l'extension de choses qu'on maîtrise déjà, des jeux vidéo, des outils collaboratifs, et pas ces nouveaux mondes-là. Et je reviens également sur ce côté école et justement formation. C'est même une exigence de nos étudiants chez Metaverse College, parce que effectivement on n'a pas le même âge, c'est des jeunes étudiants et qui ont cette conscience écologique et environnementale qui pour eux fait partie du cœur de ce qu'ils veulent faire plus tard. Si ce n'est pas compris dedans, ils ne viennent pas, effectivement. Donc je souligne ce qu'a dit Grégoire, on le voit. Et donc nous, on doit apporter également dans nos formations un côté éthique, environnemental et également d'inclusion. Donc ça aussi, on a des workshops, des ateliers, des entreprises, des spécialistes qui viennent nous accompagner sur ce genre de choses pour les former à ça, en tout cas. Ces valeurs qui sont des conditions sine qua non de l'adoption ou pas des métavers. Je voulais terminer quand même avec toi, Greg, sur cette question, parce qu'on a parlé de cet enjeu de souveraineté, encore une fois, numérique, de soft power, des métavers. On va quand même pas se mentir, appeler un chat, il y a aussi un enjeu business. Bien sûr qu'un enjeu business, c'est beaucoup d'argent à partir du moment où, dans ce monde virtuel, grâce aux NFT et aux crypto, on peut avoir de la propriété numérique, et donc que ce qu'on construit dans ces mondes va pouvoir être revendu, et ça attire toutes les problématiques d'argent qu'il y a derrière, et ça va être pensé. Je me permets de réagir à ce qui était dit juste avant. Je pense que par rapport à ce sujet des valeurs, et par rapport au sujet business, mais en termes de valeur ajoutée, les plus grands métavers, ceux qui marcheront le mieux, vont sûrement être créés par des femmes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui pensent business avec un schéma d'avant. Je pense que les femmes qui viendront s'intéresser à ces technologies, où malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'hommes par rapport au nombre de femmes aujourd'hui, viendront peut-être avec une approche un peu différente, en ayant intégré ces problématiques environnementales, ces problématiques d'interaction humaine. Ça n'empêchera pas de créer de la valeur, parce que pour que ça fonctionne dans un monde capitaliste où il y a besoin de créer de la valeur, et que la valeur qui soit créée mais partagée aussi, peut-être qu'elles sauront le faire de manière plus pertinente et pas forcément comme l'aurait fait notamment Meta. Bon, je crois qu'Amélia va plus soyer, si j'ose dire, ton plaidoyer pour justement les femmes qui peuvent construire ce métavers. Oui, alors effectivement, à la fois c'est intéressant de se dire qu'on peut ajouter plus de mixité dans cette discipline-là. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est effectivement l'aspect pollution, parce que on est le 26 octobre 2022 et il va faire 23 degrés à Paris. Et non, on n'est pas... On était le 26 octobre. On était, mais si voilà. On est le 26 octobre. En tous les cas, les climatologues et les experts du climat ont décrété cette semaine que l'octobre 2022 était le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire du monde. Et on sait que ces technologies sont très, très gourmandes et très énergivores, de par la technologie en tant que telle, mais aussi de par les équipements qu'elles requièrent. Or, les équipements, ça passe par l'extraction de métaux rares qui sont extrêmement polluants
polluants et en fait qui ne sont pas du tout renouvelables. Et aujourd'hui, on a une problématique d'accès à ces métaux dont la demande est déjà sous pression. Donc, pour moi, c'est complètement illusoire d'imaginer développer massivement ces technologies parce qu'elles requièrent ces métaux. Et donc, je ne vois pas comment notre Terre est en capacité de répondre à cette demande qui s'accélère et qui a un impact de plus en plus énorme sur notre climat. Ça veut dire que selon toi, les enjeux climatiques et les enjeux de justice, notamment climatique, pourraient complètement freiner le développement des métavers? Il y a plusieurs experts en IT qui effectivement alertent sur le fait que de toute façon, on n'a plus accès suffisamment à ces ressources ou alors de manière trop polluante pour pouvoir envisager. Aujourd'hui, je crois que le mot vraiment du jour qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le discernement technologique. À quel moment la technologie est effectivement très importante pour nos sociétés humaines et sert vraiment l'enrichissement de l'humanité ou, à contrario, lui fait du tort, au niveau climatique. Ça veut dire quoi, pour boucler sur ce sujet et justement continuer sur cette question soulevée par Amélia, Alexis et Grégoire en même temps, qu'il faudrait peut-être d'ores et déjà penser à une version des univers immersifs un peu plus light, moins gourmande en énergie pour pouvoir leur permettre quand même peut-être d'éclore et de réussir. Là aussi, c'est quelque chose dont tes étudiants ont conscience, Alexis? Bien sûr. Alors, un étudiant, on le forme, on le note par rapport à son rendu professionnel, par rapport à son rendu qu'il réalise. Et il y aura une question, effectivement, d'éco-responsabilité. Et c'est déjà appliqué. On a déjà vu l'évolution, une potentielle évolution de la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain, pour, par exemple, miner des crypto-monnaies, ça consomme énormément de cartes graphiques, ça fait tourner des ordinateurs jour et nuit. Et il y a déjà une solution qui est envisagée pour arrêter ce minage-là et pouvoir développer des crypto-monnaies de manière plus éco-responsable. Donc on a déjà pris à cœur ce sujet-là, on se sert de ce modèle-là pour que justement dans leur développement, les étudiants proposent une solution la plus écologique qui soit, même si malgré tout il n'y aura pas de pollution zéro, mais il faut minimiser au mieux parce que de toute façon les utilisateurs voudront quelque chose qui respecte l'environnement à ce niveau-là. Donc oui, ça c'est clairement dans l'évolution, dans la production, dans la conception, on les sensibilise, donc il n'y a pas un cours d'éco-responsabilité, mais c'est l'ensemble de nos notions où on les inculque à cette mentalité-là en tout cas. Grégoire, les métavers de demain seront éco-responsables ou ne seront pas tout court? Ils seront sobres. Le mot sobriété, c'est pas une option pour la technologie. La sobriété, c'est un besoin parce qu'on n'a pas assez de ressources, parce que les gens le demandent et que c'est la condition d'acceptabilité des technologies. Là, on sort d'une période d'euphorie, on a découvert plein de technologies en très peu de temps sans trop savoir ce que ça avait comme conséquence. Elle est finie. Aujourd'hui, on connaît les conséquences. Donc, à nouveau, c'est pas parce que c'est technologiquement possible que c'est sociétalement souhaitable. Donc, réfléchissons, c'est parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Et de deux, si on le fait, il faut que ce soit sobre. Ce mot à la mode, sobriété, c'est une condition essentielle de réussite du numérique de demain, ne serait-ce parce que sinon, on n'aura pas les ressources pour le faire. Et merci justement de l'avoir appelé sur ce plateau. Dans un instant, messieurs, on repart sur un débat d'actualité. Cette fois-ci, on va parler de la façon dont on peut mieux filtrer l'accès aux mineurs sur les sites pour adultes. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud. Hi there. Today I'm going to show you how you can tune physics so you can make your own tennis ball. Alright, so I already modeled my ball so we can jump straight into the physics editor. Now with the push of a button you can enable physics, and most of the time that's all you'll ever need to do. But we are making a ball and it needs
Nous sommes de retour sur le plateau de l'école du futur Formule Club aujourd'hui évidemment puisque c'est jeudi, entouré de Grégoire Kopp depuis Marseille en duplex et d'Alexis Clouet ici sur ce plateau. On est toujours évidemment avec Amélia Mattar et ça tombe bien parce qu'Amélia a une idée derrière la tech, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, on continue à décrypter la question que tu posais sur l'éco-responsabilité des métavers, Amélia, avec ta chronique du jour, quand la tech nous aide à prévoir les scénarios du changement climatique. Oui, j'ai parlé plusieurs fois ici de l'urgence majeure à adopter la sobriété numérique dans nos usages. Nous avons parlé des low-tech, nous avons parlé de la pollution générée par Internet et des enjeux de raréfaction des métaux, notamment avec les ouvrages de Philippe Biwix. La tech, ça pollue. Alors justement, Greg le rappelait dans la première partie de cette émission, la tech sera sobre ou ne sera pas. Est-ce que tu nous dis là qu'il faut purement et simplement arrêter d'utiliser de la technologie ? Non, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, il s'agit de distinguer le bon grain de l'ivraie et de développer ce qu'on appelle son discernement technologique. Sans technologie, je ne serais pas là à vous parler. Sans technologie, nous ne serions pas en mesure de faire fonctionner nos transports, nos hôpitaux, nos réseaux télécoms et énergétiques. Sans technologie, la diffusion de nos savoirs serait considérablement entravée. Sans technologie, nous ne serions pas en mesure d'apprécier les changements climatiques et de les simuler à travers les modèles climatiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle des modèles climatiques exactement ? Alors, les modèles climatiques sont des outils qui simulent le climat pour nous permettre de comprendre son fonctionnement à l'échelle d'une saison, d'une année ou beaucoup plus. Ces modèles sont essentiels pour nous permettre de déterminer dans quelle mesure les changements climatiques sont dus à l'activité humaine ou aux aléas naturels. Le GIEC définit les modèles climatiques comme suit: des programmes informatiques extrêmement sophistiqués qui englobent notre compréhension du système climatique et simulent, avec autant de fidélité que possible, les interactions complexes entre l'atmosphère, l'océan, la surface terrestre, la neige et la glace, l'écosystème mondial et divers processus chimiques et biologiques. Le site bonpote.com explique précisément le fonctionnement de ces modèles avec l'aide de la chercheuse du CNRS Marie-Alice Pujol. Ce qu'il faut retenir de ces modèles climatiques, c'est qu'ils reposent sur 4 composantes essentielles. La première composante, c'est la composante atmosphérique qui rassemble tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, par exemple les nuages. Ces derniers sont indispensables pour nous apporter de la pluie et pour faire de l'ombre à la Terre. Vous ne regarderez plus les nuages de la même manière, j'en suis sûre. Jamais. Deuxième composante, la composante surface terrestre, qui rassemble la végétation, la couverture neigeuse, l'eau du sol, les rivières et le stockage du carbone. La troisième composante est la composante océanique, je suis sûre que vous avez compris de quoi je parle, des océans bien sûr, mais plus précisément des courants marins et des mélanges d'eau de différentes origines, mais aussi la composition chimique de l'eau de mer et de tous les êtres vivants qui y vivent, du plancton jusqu'aux requins. Dernière composante intégrée dans les modèles climatiques, la composante glace des mers qui joue un rôle de miroir en réfléchissant les rayons solaires. Donc 4 composantes très importantes à retenir. À quoi vont servir ces résultats et les résultats de ces calculs tout court ? Alors pour faire simple, les modèles climatiques permettent d'apprécier l'évolution de notre climat. C'est grâce à ces modèles que l'on peut se projeter sur le dérèglement climatique. Ils permettent aux décideurs d'arbitrer sur les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont la base des rapports, des recommandations du GIEC. Autant dire que ces calculs sont absolument primordiaux pour agir à bon escient dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est grâce à ces modèles que l'on sait avec certitude que nous allons dans le mur, à moins de changer radicalement les paradigmes de nos sociétés. Ça veut dire quoi que les modèles climatiques, en quelque sorte, ce sont aussi des programmes informatiques ? Oui, et pour fonctionner, les modèles climatiques ont besoin de superordinateurs car ils résolvent des centaines d'équations très complexes. Ces calculs doivent être faits dans des délais acceptables et pour y parvenir, on utilise des centres de calcul dédiés. Pour vous permettre de mesurer à quel point les ressources en calcul sont importantes, il faut imaginer les superordinateurs rassemblés dans des hangars et ces superordinateurs ressemblent à des gros frigos qui sont donc entreposés les uns à côté des autres. Les calculs sont distribués sur des dizaines de processeurs qui fonctionnent simultanément.
Donc finalement, ça veut dire que ces modèles sont polluants eux aussi. On n'a pas du tout réglé la question de départ là. C'est tout à fait juste. Et les chercheuses et les chercheurs qui conçoivent ces modèles climatiques œuvrent parallèlement à l'amélioration et à l'efficacité de ces calculs. Clairement, la consommation en énergie de ces superordinateurs est indéniable. Et comme pour tout le reste, la sobriété énergétique est fondamentale. J'ajoute tout de même que ces modèles ont été testés et vérifiés par des équipes du monde entier. Et d'ailleurs, les projections réalisées par le passé se sont avérées assez justes. Pour finir, si vous souhaitez amorcer ces questions en classe et à l'école, je vous conseille 2 ressources. Pour les lycéens, il y a le logiciel SimClimat, qui est un logiciel pédagogique de simulation du climat de la Terre et des planètes, qui permet de réaliser des simulations climatiques à différentes échelles du temps. Ce logiciel a été développé par Camille Rizzi, chercheuse au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace de Sorbonne Université. C'est très complet. Voilà, il est gratuitement téléchargeable en ligne avec une documentation très bien faite. Et si vous êtes friand d'approche sans écran, je vous conseille le jeu de société Climatic Tac, qui n'est pas un jeu sur les modèles en tant que tel, mais qui permet de bien comprendre les différents éléments qui participent à réchauffer le climat et les actions à entreprendre dès à présent pour endiguer ce phénomène. Petit mot de la fin, je souhaite remercier infiniment Camille Rizzi pour sa relecture bienveillante et quasi nocturne de cette chronique. C'est pour ça que c'était si complet cette référence à Camille Rizzi. On rappelle donc, pour aller plus loin, vous le savez, dans le Club Actu, on aime vous aider à avoir des ressources pour essayer justement de continuer à vous documenter et à vous informer par vous-même. SimClimat pour pouvoir donc du coup par logiciel interposé comprendre comment on simule justement ces scénarios du climat, et puis Climatic Tac pour jouer et comprendre justement comment on va pouvoir anticiper sur ces modèles. Ça, c'est un jeu de plateau tout simplement et sans écran. Merci d'abord Amélia pour nous avoir redonné toutes ces infos-là. J'entends Grégoire Copp derrière son écran qui crie sobriété, sobriété, je vous l'avais bien dit. Tout à fait, rien à dire à cette chronique qui était très complète. Ok, drop the mic. Merci en tout cas Grégoire. Alexis, là aussi, c'est forcément des enjeux fondamentaux pour à la fois les formations qu'ils dispensent aujourd'hui chez Metaverse et Digital College, et puis le fait de se dire que pour pouvoir former des talents, pour que ce secteur numérique ait en effet un avenir, il faut aussi prendre ces questions du climat dès le départ, à la base, très au sérieux. Et on serait très heureux et très fiers que nos étudiants travaillent sur ce genre de projet et de problématiques à régler, et ce serait vraiment bien pour l'humanité, donc c'est cool. Bon, j'espère qu'ils écoutent cette émission Jouer, parce que je sens que ça va être l'objet d'un prochain TP pour eux. Je ne sais pas pourquoi, je m'en doute. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, en effet. Ok, nous, en tout cas, notre TP du moment, c'est la deuxième partie du Club Actu. Et cette fois-ci, on va réagir à cette actualité. Le gouvernement français qui envisage d'imposer la carte bleue pour filtrer l'accès aux mineurs sur les sites pour adultes. On en parle tout de suite. Et on continue évidemment à décrypter l'actualité avec Alexis Clouet, Grégoire Copp et Amélia Mattar sur ce plateau. Rappel justement des faits précédents, ça s'est passé juste ici cette semaine, hier pour être très précis, la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, qui veut trouver une solution concrète pour restreindre l'accès des sites pornographiques aux mineurs et veut arrêter de prendre des pincettes sur le sujet, c'est elle qui le dit. Bilan des courses, elle propose une solution, bloquer purement et simplement l'accès à ces sites grâce à un code de carte bleue. Est-ce que, Grégoire, c'est la fausse bonne idée du moment? C'est un filtre possible, mais un filtre imparfait peut-être? Alors, avant de parler de cette solution précise, d'abord disons enfin, des politiques se prennent sérieusement ce sujet en main, et c'est fondamental. Dans quelle civilisation on laisse nos enfants accéder librement à ce type de contenu? C'est pas normal. Ça fait des années que ça dure, des années que ça augmente, et personne n'a pris ce sujet en main. Donc, félicitons-nous du fait qu'il y ait une vraie volonté politique. Sur la solution qui est proposée, la carte bleue, c'est quand même un produit qui est un peu obsolète. On est de moins en moins à payer avec la carte bleue en l'insérant, de plus en plus avec le paiement sans contact, voire directement dans nos smartphones. Donc, c'est une solution qui a le mérite d'être tentée, qui va être essayée. On verra ce que ça donne. Tant mieux, mais je pense qu'il y a d'autres solutions technologiques qui seraient peut-être encore plus en mesure de résoudre ce problème, et qu'au final, ce ne sera pas une solution, mais des solutions ajoutées qui permettront de le résoudre. Oui, et puis on va revenir justement à ces solutions envisageables. Encore une fois, ce que aussi Charlotte Cobel dit, c'est qu'elle a conscience que c'est peut-être un filtre imparfait, le fait de pouvoir se fier à la carte bleue pour pouvoir filtrer l'âge des utilisateurs et des utilisatrices de ces sites pornographiques. Mais on estime, et l'industrie, en l'occurrence pour adultes, a déjà fait cette étude, elle estime que ça ne pourrait protéger que 30 à 40% des mineurs qui souhaitent accéder justement à ces sites. Est-ce que c'est déjà ça de gagner, Alexis, si j'ose dire? Bah, évidemment.
comme c'est l'un des premiers outils, si le premier outil mis en place par le gouvernement, dans les faits réels, arriverait à réduire de 30 à 40%, ce serait une révolution et ce serait fabuleux pour protéger justement ces sites. Et puis après, il y a aussi d'autres questions. On parle également, notamment pour un autre domaine, mais qui est tout aussi important, la carte d'identité sur les forums et les réseaux sociaux pour limiter justement des dérives. Donc tous ces outils assemblés permettraient pas d'atteindre 100% parce qu'il y a toujours des solutions de piratage et de contournement, mais si on peut réduire au maximum, enfin, effectivement. Oui, mais en effet, ça nous renvoie à cet éternel, c'est dur à dire, dites donc, serpent de mer entre plateforme et pouvoir public. C'est la question par justement des technologies dédiées, de la vérification de l'âge de ces utilisatrices et de ces utilisateurs qui tentent d'entrer sur ces sites. On en a parlé 1000 fois, notamment avec des plateformes sociales comme Facebook, comme TikTok notamment, comme Snapchat, qui disent que parfois c'est compliqué pour eux de pouvoir vérifier l'âge d'inscription de leurs utilisateurs qui ne sont pas censés pouvoir y accéder avant 13 ans. Cette fois-ci, on est sur la problématique des sites pour adultes, Grégoire, mais encore une fois, c'est un vieux serpent de mer, cette question-là des technologies qui permettent précisément de vérifier l'âge des utilisateurs. On se l'est toujours posé, on n'arrive toujours pas à la craquer en 2022 ? Je pense qu'il n'y a pas eu de volonté politique forte parce qu'il y a deux débats. Il y a un débat sur l'anonymat sur Internet, qui est un premier débat. Et là, effectivement, c'est un débat qui est complexe parce que le fait de pouvoir être anonyme, ça apporte quand même beaucoup de liberté. Et que c'est l'ADN libertaire du web qui vient de là aussi. Donc il y a des plateformes comme LinkedIn où a priori c'est votre vraie identité. Et donc là, il n'y a pas besoin de la carte bleue parce que vous assumez qui vous êtes. Il y en a d'autres où ça peut être utile d'avoir des pseudonymes. Et on a tous en tête des exemples positifs. Négatif forcément, mais positif aussi, de gens qui ont des super comptes, qui étaient des comptes non pas de leur vraie identité, et notamment, quel que soit le réseau, Twitter, YouTube, qui ont fait des super contenus. Donc ça, c'est l'anonymat. C'est un sujet global dont on a déjà parlé. Là, si on revient à ce sujet-là, qui est la protection des mineurs, évidemment qu'il faut le faire par rapport à ce type de vidéo. Et là, il y a différents outils qui sont possibles. Il y a des outils qui sont possibles, évidemment, chez l'opérateur qui va pousser cette vidéo en ligne. Et c'est vers là qu'on est à les premières pistes, avec la carte bleue, ou en leur obligeant à faire en sorte que le contenu poussé n'atteigne pas les mineurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres initiatives qui seraient possibles de la part en fait, du device, de l'outil qui va permettre de regarder la vidéo? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à inventer qui fait que sur le portable de votre enfant, s'il y a le moindre vidéo à connotation sexuelle qui apparaît, ça bloque? Parce que le portable serait capable de le détecter lui-même. Donc là, on bloquerait de l'autre côté. Moi, je pense que c'est les deux qu'il faudrait faire, et c'est de bloquer du côté de l'émetteur et du récepteur. Et pour ça, s'il y a besoin d'impulsion de l'État, si l'État ne dit pas qu'il y a des obligations légales, il n'y a pas de marché. Aujourd'hui, imaginez, vous êtes une petite start-up qui essaie de développer ce produit. Les grands géants des produits pour adultes vont jamais acheter votre produit. C'est pas dans leur intérêt. Donc si l'État crée une régulation, et là c'est un avantage de la régulation, en créant une régulation, on crée un besoin, du coup on crée des initiatives qui font que des étudiants des écoles de tech aujourd'hui vont se pencher sur le sujet parce qu'ils ont un marché. Ils vont pouvoir derrière vendre leurs produits parce qu'il y a une obligation d'achat de ce type de produit. Donc là le régulateur a tout son rôle à jouer. Bon, moi, je vote Grégoire Kopp. Voilà, c'est dit sur ce plateau. En tout cas, tu n'es pas très loin, Grégoire, en l'occurrence, de la position d'un autre régulateur, le régulateur britannique des télécoms, l'Ofcom, qui nous, d'abord, permet de relativiser le sujet. La France n'est pas le seul mauvais élève en la matière de la protection des mineurs par rapport à l'accès à ces sites pour adultes. Voici ce que l'Ofcom dit justement cette semaine. Il déplore que les sites de partage de vidéos pour adultes ne disposent pas de mesures solides pour protéger les mineurs. Et au-delà des sites pornographiques, il pointe aussi du doigt d'autres plateformes sociales comme OnlyFans, comme TikTok, comme Snapchat ou comme Twitch. Les sites pour adultes, d'une part, ne sont pas les seuls à être concernés, c'est ce dont on se rend compte. Comment est-ce que les plateformes s'emparent du sujet? On a eu plusieurs fois ce débat, notamment sur ce plateau, Grégoire, mais est-ce que l'ensemble des plateformes sociales réussissent à prendre le sujet à bras-le-corps? Non, elles ne le prennent pas parce que ce n'est pas dans leur intérêt, parce que leur seul intérêt à l'instant T, c'est des métriques. Et donc, comme elles sont assez court-termistes dans leur vision, elles veulent avoir plus d'utilisateurs, et plus d'utilisateurs payants, et de monétiser ça. C'est ça le business model, c'est là l'ADN. Donc oui, aujourd'hui, elles se rendent compte de l'impact réputationnel, qui a un impact annexe, qui n'est pas l'impact business. Et si l'impact réputationnel devient tellement gros qu'il y a un aspect sur le business, là, elles prendront en compte. On commence à y arriver, mais aujourd'hui, on n'a pas vu une plateforme s'effondrer en bourse ou s'effondrer en nombre de users parce qu'on pouvait y accéder à des contenus pour adultes. Donc en vrai, elles n'ont pas intérêt à le faire. Si on ne les y oblige pas, elles ne le feront pas.
Bon, donc ça veut dire qu'il faut continuer la bonne vieille stratégie de taper au portefeuille avant même de sensibiliser au sujet. C'est un peu déceptif quand même comme solution, mais bon, j'imagine qu'elle est effective, Alexis. Si on reprend un exemple, Adopi, pour le téléchargement et la diffusion de contenu illégal, de films, etc., qu'est-ce qui a été fait? L'État français a imposé aux fournisseurs d'accès à Internet de couper les accès, et en cas de non-participation, ils avaient une lourde amende. Donc il faut voir des solutions. Alors comme là, on se bat non pas contre des fournisseurs d'accès Internet français, mais des grands et des géants internationaux, il faut que les pays européens se consultent pour créer des réglementations, comme ça a été fait par exemple avec les RGPD. Ouais. Donc créer ce genre de choses pour sanctionner. C'est triste, mais c'est la solution la plus efficace en tout cas aujourd'hui pour amener à ça. Et on avait commenté aussi il y a quelques jours dans cette émission cette régulation venue des États-Unis et de Californie en particulier, Kids Code, qui oblige désormais les plateformes sociales à travailler main dans la main avec les régulateurs pour construire ces technologies de vérification de l'âge, notamment des utilisatrices et des utilisateurs mineurs, mais aussi de protection de leurs données. Ça nous renvoie à une question, on va terminer avec toi d'ailleurs, Amélia, sur cette actu, le fait que 36% des enfants, des garçons en particulier, sont exposés à ces images pornographiques avant 13 ans. Un tiers des moins de 15 ans se rend chaque mois sur un site pornographique. Est-ce qu'on peut envisager une véritable politique de prévention avec les associations, notamment d'éducation au numérique et aux écrans ? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il y a un enjeu à trouver une solution technologique, que la technologie soit en elle-même protectrice de l'enfant, mais il y a aussi des solutions tout à fait low-tech, d'éducation à la fois de l'enfant, parce que l'enfant est tout à fait capable aussi de comprendre les conséquences que peuvent avoir l'exposition à ce type d'image. Je réfère aussi aux travaux de Grégoire Borst et de tout ce qui s'appelle la métacognition, donc la connaissance en tant qu'enfant du fonctionnement de son cerveau et donc des conséquences graves que peuvent avoir une exposition traumatisante à ces images, et également l'éducation des familles, parce que les parents ont évidemment un rôle clé aussi dans la protection de leurs enfants vis-à-vis de ces images. Et tu as bien raison de le rappeler, ça nous permet de vous redonner une ressource ici dans cette émission et dans ce club actu de l'École du Futur. C'est pas moi, c'est mon cerveau, l'excellent ouvrage de Grégoire Borst qu'on avait reçu au tout début de cette saison sur ce plateau, qui va justement vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau à partir de 11 ans pour comprendre comment mieux gérer vos émotions et les informations aussi qui peuvent vous être proposées. Merci messieurs, dames, d'avoir débattu avec nous de ces actus. Merci comme toujours à Amélia Mattar. Merci à Grégoire Copp depuis Marseille. Merci évidemment aussi à Alexis Clouet ici sur ce plateau. On vous retrouve très bientôt dans un nouveau Club Actu et nous on vous retrouve dès demain sur le plateau de l'École du Futur.